m'avoir rejoint, merci de venir discuter avec nous. Ici, on a monté un atelier pour vous parler des inventions au Moyen-Âge. Alors, on est Dame Marguerite, on n'est pas des experts, on est des passionnés, mais on va essayer, par l'intermédiaire de cette discussion, de vous présenter nos découvertes. Le Moyen-Âge, c'est 1000 ans d'histoire. 1000 ans d'histoire, forcément, c'est long. On ne va pas passer les années une par une, sinon vous êtes là pour les 16 prochaines heures. Et on pense qu'on va en perdre en route. Je vais essayer de me mettre là, dans quelques secondes, prends une photo, je reparle. C'est-à-dire à partir de l'an 1000. Pourquoi on choisit l'an 1000? Parce qu'à partir de l'an 1000, il y a une bascule qui se fait, la société change, les choses vont évoluer, les gens vont se développer plus vite, on a la création des bourgs, on y reviendra tout à l'heure. Et l'an 1000, c'est surtout l'apparition des châteaux forts. Les châteaux forts tels qu'on les connaît, c'est-à-dire les châteaux forts en pierre, les châteaux forts bâtis, des grosses structures qui vont marquer les paysages mais aussi les localités. À partir de la construction de ces châteaux forts, il y a toute la société qui va être modifiée. Je ne vais pas là. Tu parles avec papy là. Donc le château fort, pourquoi il est important? Parce que c'est un édifice qui est compliqué à construire. Donc le château fort, quand il en parle, c'est l'édifice en pierre. Avant, on avait des fortins qui étaient en bois, donc on a gardé très peu de traces, puisque généralement, ils ont été remplacés par ces édifices en pierre. Pourquoi c'est important? Je t'interromps, tu parles de traces. On a un problème avec le Moyen-Âge, c'est qu'effectivement, on n'a pas de traces. Surtout la partie du haut Moyen-Âge, c'est-à-dire avant l'an 1000. Pourquoi on n'a pas de traces? Parce que le switch avec l'Empire romain, c'est le passage à la culture et à la religion chrétienne. Cette religion chrétienne, elle vous dit, le dogme vous dit, qu'il ne faut pas enterrer vos morts avec des objets. Ce qui veut dire que nous, quand on va aller déterrer aujourd'hui des morts, on va trouver uniquement des corps. Alors qu'avant ça, à l'Empire romain par exemple, vous trouviez des épées, des gobelets, des vases, des choses qui tenaient à cœur à ces morts. Aujourd'hui, malheureusement pour le Moyen-Âge, on manque de traces parce que les seuls écrits qui nous restent également, c'est des écrits de l'Église. Et donc l'Église, forcément, elle a teinté l'ensemble de ses écrits, l'ensemble de ses traces, par son dogme, par sa mentalité. Je rends la parole. Donc ces châteaux forts, pourquoi ils sont importants? Parce que pour les construire, on va avoir besoin d'une main-d'œuvre qui est qualifiée. Et c'est un tournant au Moyen-Âge, donc entre l'an 1000 et 1200, on est vraiment face à la spécialisation des métiers. Parce que n'importe qui ne peut pas construire ça. Pourquoi c'est important? Parce que du coup, c'est les gens qui vont commencer à faire qu'un seul travail, qui vont plus pouvoir se nourrir, et autour de ça, il y a toute une économie qui va naître, toute l'économie du service. Puisque quelqu'un qui travaille la pierre, qui se spécialise là-dedans, il ne travaille pas les choses. Ces châteaux forts, ils sont importants parce que c'est des lieux, déjà, c'est des places fortes, c'est pour la guerre, mais pas comme ça, c'est surtout des lieux d'administration et d'admiration. Et autour de ces châteaux forts, il y a toute une population qui va se concentrer, il y a des villages, des bourgs qui vont se créer, et il y a des marchands qui vont s'enrichir, qui vont sédentariser. Le monde bourgeois vient de là, c'est les gens qui habitaient dans les bourgs, dans ces châteaux. La notion importante ici, c'est la notion de service. On ne va plus produire du blé pour soi-même pour pouvoir le manger, mais on va le produire pour pouvoir le vendre, et c'est quelqu'un dont le métier est différent, par exemple un tailleur de pierre, si vous voulez les châteaux forts, qui va le consommer à son tour. Du coup, ça veut dire qu'on a une explosion autour de l'an 1000, une explosion de l'apparition de la monnaie. On va commencer à échanger, non plus échanger comme le troc, mais échanger par l'intermédiaire des piécettes. Il y a des cours qui se fixent, et tout ça développe le commerce. En développant le commerce, on va développer, par exemple, les bourgs, les villes de manière générale, et on a de plus en plus de monde. On fait un petit point sur la démographie au Moyen-Âge. On estime qu'en l'an 1000, l'Europe, c'est 47 millions d'habitants. En l'an 1300, c'est-à-dire quelques années après ça, on va arriver à environ 70 millions d'habitants. Asseyez-vous, bon, effectivement. Mettez-vous au premier rang, c'est pas grave. Donc on a presque une multiplication par 2 en l'espace de 300 ans de la population. C'est énorme. Cette population va, en se multipliant, en créant des nouvelles villes, en créant des nouveaux villages, elle va affronter les premiers problèmes. Et le plus gros, le plus important, on va dire, c'est un problème d'hygiène. On a des problèmes avec cette population qui est rassemblée au même endroit et qui va forcément se rendre malade les uns les autres. L'hygiène au Moyen-Âge, on la connaît. On a une forme d'hygiène. Il y a une idée reçue qu'on a au Moyen-Âge où les gens étaient sales. C'est pas vrai. On a une forme d'hygiène. Et on fait déjà attention. On produit déjà de l'eau de vie à l'époque. On connaît la distillation. On produit de l'eau de vie. Et si ça s'appelle de l'eau de vie, c'est parce que c'est pas fait pour être bu. On la boit pas. On va l'utiliser en médicament. C'est-à-dire qu'on va se moindre, on va essayer de se stériliser avec. On a déjà compris que ça avait un effet stérilisant. On ne comprend pas pourquoi, mais on a déjà compris ça. Au Moyen-Âge, la médecine, elle est déjà relativement avancée. Il y a un personnage qui est extrêmement important, c'est Abou el-Qasim. Donc cette personne, c'est un mort qui vivait en Espagne, un musulman, qui était un médecin très réputé, et qui a écrit en l'an 1000 un ensemble de 15 livres de 1000 pages chacun sur la médecine,
Et ça va être la référence en médecine pour les 600 prochaines années. Je t'interromps pour un manière. Al-Qasim, il a un gros avantage, c'est qu'il est musulman. En étant musulman, la religion musulmane ne lui interdit pas d'aller déterrer les morts et puis d'aller essayer de comprendre comment ça fonctionne. Du coup, Abu Al-Qasim, quand il publie son ouvrage en l'an 1000, autour de l'an 1000, il a déjà été explorer la mécanique intérieure du corps humain. En Europe, on est soumis à la religion chrétienne et on n'a pas le droit d'aller déterrer les morts et d'explorer les cadavres. Donc on ne fait pas ces avancées. Mais nous, vu que là, Al-Qasim l'a fait pour nous, on va utiliser pendant près de 700 ans ce livre, cet ouvrage, comme une référence, en allant piocher dedans les informations qui nous intéressent, sans avoir besoin d'aller faire des dissections. Même si, effectivement, il y a déjà des gens qu'on appellera les alchimistes, qui sont en général des moines défroqués, qui vont aller faire ces études scientifiques. Mais de manière générale, on n'a pas le droit de faire ça, c'est puni. Et ça peut même être considéré comme de la sorcellerie. Un des objets importants en médecine que Al-Qasim a inventé, c'est ceci, le scalpel. Le scalpel, on l'utilise encore aujourd'hui. Comme quasiment tous les outils en médecine, ils proviennent d'autres choses. Généralement, ils proviennent de la boucherie. Mais on va l'adapter. Et il fait déjà des opérations qui sont très complexes. Quand on étudie ses écrits, par exemple, on est capable d'extraire des calculs. On est capable par l'urètre, c'est assez difficile à lire, c'est assez douloureux à lire. Il connaît aussi, par exemple, l'opération de la cataracte. Il l'a décrit déjà à l'époque, ça veut dire qu'il la pratique déjà à l'époque. Donc elle est relativement simple pour lui, c'est-à-dire qu'à l'aide du scalpel, il va venir couper la cornée, mettre une bague, aspirer le liquide blanc qui est à l'intérieur, et après, on espère que ça guérisse. Il y a une notion importante dans la chirurgie du Moyen-Âge et dans la médecine en général, c'est qu'on estime que par la douleur, vous vous soignez également. Plus vous souffrez, plus vous expulsez la maladie. Donc, dans toutes ces opérations que nous décrit Al-Qasim, c'est assez dur à lire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est assez cru, on va dire, pour être poli. Plus vous souffrez, plus vous êtes en train de guérir. Donc, on le voit dans la méthodologie qui est utilisée, on n'anesthésie pas les gens et on ne cherche pas à réduire leur douleur. On cherche à les faire survivre et on cherche à les soigner. Ça devait crier assez fort dans les salles d'opération. Il y a un autre événement important au Moyen-Âge autour de la médecine, c'est la grande vague de peste qui est apparue en 1337 en Europe. Cette vague de peste, elle arrive de Chine, comme le Covid, sauf qu'elle arrive par bateau, et elle va atterrir à deux endroits. Elle va arriver à Venise et elle va arriver à Marseille. À Venise, c'est une ville qui est relativement facile à fermer, donc ils ont réussi à contenir la maladie. À Marseille, ils n'ont pas réussi, la maladie s'est propagée dans toute l'Europe, et la peste a tué en 5 ans 25 millions de personnes. 25 millions, c'est un tiers de la population européenne qui disparaît en 5 ans à cause de cette maladie. Donc on parlait de démographie tout à l'heure, on estime donc à l'an 1000 47 millions d'habitants. L'an 1300, on est passé à 70 millions d'habitants, et là vous avez une chute. Même un tiers de cette population. Donc on revient où on en était avant l'an 1000, et on va mettre près de 50 ans à s'en remettre, c'est-à-dire à refaire suffisamment d'enfants pour pouvoir retabler la population qui était disparue. Pour donner des exemples concrets, il y a des villages dans la Provence où l'ensemble de la population est morte. Donc le village de la Mandon, puisqu'il n'y a plus personne qui y habite. Et on va mettre près de 50 ans pour retrouver le dynamisme qu'on avait avant cette grande peste. Donc ça a un vrai impact sur l'économie médiévale, mais c'est quand même quelque chose dont on sortait. Il y a deux faits importants dont on va vous parler autour de cette fête. Le premier, c'est qu'on ne comprend pas bien comment elle se propage. Je ne sais pas si vous avez vu sur cette fête médiévale, certains médecins avec ce masque en bec de corbeau. On en avait un, mais quelqu'un l'a utilisé. En fait, ce bec de corbeau, à quoi il servait? En fait, ce long bec, on allait le fourrer avec des herbes aromatiques. L'idée, c'était de se protéger des odeurs pestilentielles, parce qu'on s'est dit peut-être que c'est ces odeurs qui propagent la maladie. Autour de ça, on s'est posé plein de questions et on s'est rendu compte qu'autour des coins d'eau, la maladie se propageait beaucoup. Donc on s'est mis à avoir peur de l'eau. Et encore une fois, il y a cette idée reçue au Moyen-Âge où on ne se lave pas beaucoup, c'est pas vrai. Au début du Moyen-Âge et jusque-là, on se lave, on a une hygiène de vie qui est tout à fait bonne. Pas autant qu'aujourd'hui, mais on a une bonne hygiène de vie. Et là, on se met à avoir peur de l'eau parce que la maladie se propage autour des points d'eau. Elle se propage pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu où on se retrouve parce qu'on va chercher de l'eau. C'est aussi un lieu où les rats prolifèrent. Les rats portaient les puces qui étaient vecteurs de la maladie. Mais du coup, on a cru que c'était l'eau et on a arrêté de se laver. Et c'est pour ça qu'à la Renaissance, on se lave quasiment plus. Mais par contre, on se parfume, on masque les odeurs. La deuxième chose qui est importante autour de cette vague de peste, c'est la naissance de l'hôpital. Avant, la médecine au Moyen-Âge, c'était toujours plus ou moins régi par l'Église. Si vous étiez malade, c'est les moines ou les prêtres qui allaient s'occuper de vous. Et la manière était plutôt simple, on allait vous mettre dans l'église. Si vous étiez riche, proche de l'autel, proche du Seigneur. Si vous étiez pauvre, plutôt proche de la porte, on allait prier et on espère que vous en sortez. Ça veut dire que les chances de survie étaient faibles et minces. Au moment de cette vague de peste, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que si on isole les patients malades, on les sépare du reste de la population, on empêche la maladie de se propager.
Donc on les a enfermés. C'est de là que vient le terme infirmerie, infirmière, ça vient de infermo, qui veut dire enfermé. Et ça, c'est la naissance de l'hôpital. Et bien sûr, c'est aussi la religion qui s'occupe de ça. Donc généralement, c'est dans les couvents qu'on appelle ça, c'est les bonnes sœurs qui vont devenir progressivement les premières infirmières, et elles le resteront jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette explosion de population va certes causer des problèmes comme par exemple le développement de la peste, mais elle va aussi causer des grandes avancées. La première grosse avancée, elle concerne l'agriculture, parce que plus vous êtes nombreux, plus il va falloir vous nourrir. Plus vous êtes bien nourris, plus vous allez pouvoir être nombreux. Donc c'est un cercle vicieux ou vertueux. En l'occurrence, une des grandes inventions qui nous a marqué sur la seconde partie du Moyen-Âge, donc le bas Moyen-Âge, c'est la faux. La faux, je ne sais pas si vous connaissez, ce système, on n'en utilise plus trop, hein, déjà c'est assez compliqué de s'en servir. Une faux, c'est tout simple, c'est le banc de lame qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficace. Messieurs, dames, avec une faux, en un seul mouvement de rotation, vous allez couper près de 1 mètre carré dans votre champ et pouvoir ramasser en une fois une grosse botte de paille, une grosse botte de blé si c'est nécessaire. Avant ça, on utilisait la faucille. La faucille, vous avez un genou à terre et puis il faut couper presque brin par brin. Donc on gagne en efficacité. Et l'idée du Moyen-Âge, c'est vraiment ça, hein, c'est d'être de plus en plus efficace. Deuxième invention, Benjamin Terrier. La grosse évolution, c'est les outils de labour. Donc à la fin de l'Antiquité, au début du Moyen-Âge, la méthode qu'on utilise pour labourer, on utilise ceci, c'est une arène. Enfin, ça c'est une maquette, mais globalement, ça se présente comme ça en plus gros. C'est constitué en bois et généralement c'est le paysan qui l'utilise qui la fabrique lui-même. Vous avez ici ce qu'on appelle un soc, c'est-à-dire c'est une pièce de bois qui est taillée, qui va créer traction dans la terre. Devant vous avez un manche, et elle est tirée, généralement c'est les femmes et les enfants qui tirent l'arrière. Autant vous dire que ça avance pas super vite. Et l'homme est derrière, il pousse pour faire rentrer le soc dans la terre et pour essayer de faire session. Le vrai problème, c'est que dès que vous rencontrez un caillou, vous abîmez le matériel, ça se bloque. C'est pas une méthode très efficace. Vous abîmez les gens qui tirent, hein, parce que s'arrêter d'un coup, forcément ils se fatiguent. C'est pas quelque chose de très stable, on va dire. Cet appareil va vous permettre d'aller gratter la terre sur environ 10 cm. On parle de labourer, mais c'est pas vraiment un labour, on va pas aller en profondeur. On effleure la terre et on la retourne même pas, c'est-à-dire qu'on crée des sillons uniques. Il y a une nouvelle invention qui arrive du coup au Moyen-Âge, en même temps que l'amélioration de la métallurgie, on commence à avoir, même au niveau paysan, la disponibilisation des appareils en métal. Donc on commence à créer la charrue. Et quand on regarde la charrue de l'époque, finalement celle d'aujourd'hui n'a pas tellement évolué. C'est-à-dire qu'on a un soc qui est maintenant en fer, qui a 2 oreilles à versoir, ça permet d'ouvrir les sions et d'écarter la terre. On ajoute un poutre devant qui permet d'écarter les cailloux pour rendre la labour plus efficace. Cette charrue, forcément le paysan il est plus capable de la construire parce qu'il va avoir besoin d'un forgeron. Il va avoir besoin de tout plein de qualités. Et c'est vraiment important, c'est cette spécialisation. C'est-à-dire qu'on se spécialise, on développe les outils, mais on est obligé de les développer ensemble. Donc, le paysan ne peut plus la construire, il est obligé de l'acheter. Et ça, c'est problématique. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les mutualiser. Donc, les paysans vont se regrouper autour de la charrue, entre guillemets, et il y a même des villages qui vont se créer autour des charrues, parce qu'on va acheter la charrue à plusieurs. Et du coup, on va travailler à plusieurs dans les champs, on va s'entraider. Ça veut dire qu'on va aussi rassembler ces champs, cultiver la même chose en même temps pour pouvoir récolter ensemble, le partage, mais aussi pouvoir labourer ensemble. Et puis mutualiser, ça veut dire qu'on a les moyens d'acheter peut-être une bête pour tirer cette charrue, au lieu de mettre nos femmes et nos enfants à contribution. Voilà. Donc on augmente énormément l'efficacité, et en plus on continue à faire des améliorations en continu. C'est-à-dire que si on utilise le cheval pour tirer ça, on a inventé le collier d'épaule par exemple, qui a permis d'augmenter la puissance de traction du cheval. Puis on s'est mis à ferrer les chevaux et on s'est rendu compte qu'un cheval ferré qui laboure peut développer 3 fois plus de puissance qu'un cheval non ferré. Donc ça, c'est toutes les inventions, des évolutions qu'on a au Moyen-Âge autour de cette spécialisation de la profession. Vous parlez de la charrue, pardon, je perds le mot. Vous parlez de la charrue va descendre jusqu'à 25 cm. Donc on va gagner 15 cm de profondeur sans forcer, vu que c'est l'animal qui tire. En gagnant ces 15 cm de profondeur, on va multiplier par 10 la rentabilité du champ de blé. C'est-à-dire que si vous produisiez 1 en l'an 1000, vous allez être en capacité, grâce à une charrue, de produire 10. Vous êtes sur le même champ capable de produire 10 fois plus de blé, donc d'en vendre 10 fois plus, d'en récolter 10 fois plus, et de nourrir 10 fois plus de personnes. Donc on est vraiment dans de l'optimisation. Et la raison elle est simple, c'est que la terre en profondeur est plus riche. Donc le céréal pousse mieux et en plus grande quantité. Ça a un autre avantage, et ça augmente aussi la production, c'est qu'au lieu de faire des jachères biennales comme on le faisait avant, c'est-à-dire qu'on cultivait son champ une année, on le laissait en jachère l'année d'après pour le recultiver ensuite l'année suivante, on va faire des jachères triennales. Donc on va cultiver son champ la première année avec des céréales qui sont très exigeantes, qui demandent beaucoup. Puis la deuxième année, on va cultiver d'autres types de céréales qui sont moins demandeurs. Et enfin la troisième année, on va le mettre en jachère.
Et comme ça, on augmente aussi la capacité de production sur une surface. Donc on a augmenté via la charrue, on a augmenté via la jachère, et qu'est-ce qui se passe? On n'a pas besoin de tant de blé que ça, on va juste réduire le nombre de gens dont le métier c'est de produire du blé. Et tous ces gens qui sont libérés, qui font plus partie des paysans, vont pouvoir s'occuper d'autres choses, changer de métier, découvrir des autres métiers et se spécialiser. Oui. On peut donner un dernier exemple des développements qui se font dans l'agriculture avec les moulins à vent. Le moulin à vent, on le connaît, on l'utilise déjà depuis beaucoup plus longtemps. Déjà à l'Antiquité, on a les premiers moulins. Il y a une découverte qui se fait au Moyen-Âge, c'est le fait de faire tourner les moulins. Jusqu'alors, le moulin, il est fixe et il est orienté face au vent en permanence, le vent qui souffle de manière générale. Donc on ne va pas le bouger. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un moulin sur pivot. Et c'est tout le moulin qui tourne, comme ça quand le vent tourne, vous pouvez aller prendre l'air du moulin de ce côté ou de celui-ci. Et ces moulins à vent, ils vont être utilisés bien sûr pour moudre le grain, c'est l'image qu'on en a tous, mais aussi pour faire des travaux agricoles et par exemple d'irrigation. On va mettre une tige sans fin, on va aller couper de l'eau dans une rivière et la verser dans un champ, et ainsi on peut réguler l'irrigation du champ. On a au XIIIe siècle l'apparition en Hollande en l'occurrence de ces premiers moulins qui vont servir de pompe. L'objectif c'est d'aller pomper l'eau dans les polders et de créer de nouvelles terres. Ainsi on va pouvoir gagner de la surface à cultiver. Et en plus de ça, cette terre qui est découverte, c'est une terre qui est particulièrement fertile, vu qu'avant ça, c'était un marais. On a la même chose qui se produit en France, même si ça ira beaucoup plus loin et ça durera beaucoup plus longtemps. Donc on a fini sur l'agriculture. Toute cette nourriture qu'on cultive, on va la préparer. Et là aussi, il y a de la spécialisation. C'est-à-dire que c'est l'explosion du métier de cuisinier. Le métier de cuisinier, c'est un métier généralement qui s'apprend dans une caste ou dans une corporation. Vous allez rejoindre cette corporation quand vous êtes très jeune, 6 ans, et puis au début, vous allez avoir le droit d'aller chercher le bois pour le feu. Puis peut-être que plus tard, on vous laissera le droit de souffler sur le feu. Puis plus tard, on vous laissera tourner la broche. Et enfin, peut-être qu'au bout de 15 ans, vous aurez le droit d'attraper le manche des casseroles, qu'on appelle la queue, et devenir maître-queue, devenir cuisinier. En général, le cuisinier, c'est un homme, et en général, il cuisine pour la noblesse. Il a une vraie culture, il connaît les épices, il connaît les arômes, il a une vraie notion d'équilibre, mais comme vient de l'expliquer Benjamin, c'est un métier qui prend du temps. Vous allez pouvoir être cuisinier peut-être au bout de 20 ans et commencer à gérer tout seul votre cuisine. Et il y a une autre profession qui apparaît, et c'est la cuisinière. Donc là, c'est plutôt les femmes, et en effet, il y a toute cette population qui est spécialisée et qui doit consommer de la nourriture, mais qui ne peut pas la préparer, entre autres les marchands qui sont très itinérants, mais même sur les chantiers et tout ça. Et ça, c'est les femmes. Elles vont préparer un frichti pour tout le monde. Et c'est l'explosion des auberges. Parce que les auberges, elles se mettent à des endroits stratégiques, on peut y dormir, on peut changer de cheval, s'y reposer, et on va aussi manger. Alors l'auberge, à l'époque médiévale, n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous n'avez pas un restaurant avec un menu où vous pouvez choisir ce que vous voulez manger. Vous mangez ce qui a été préparé l'après-midi. La mention du restaurant, c'est beaucoup plus tard, c'est tardif, c'est le 18e, c'est la fin de la Renaissance. En général, d'ailleurs, il y a un seul plat, et ce plat est composé de navets et de céréales. Si vous avez un peu de bol, vous allez tomber sur un jour où il y a de la viande, mais c'est plutôt rare et plutôt cher. L'objectif, c'est vraiment de nourrir la population. On n'est pas dans du fin, on est dans de la quantité. Si on revient sur le cuisinier, et là on est dans du fin, lui il va optimiser son outil de production, comme tout le monde, puisqu'il se spécialise. Donc c'est là qu'on voit l'apparition de divers plats. On va essayer de faire des plats en cuivre, on va essayer de faire des plats en acier, on va en faire des ronds ou un fond plat, suivant le temps de cuisson, la vitesse de cuisson qu'on veut avoir. On a tout plein d'accessoires comme ça qui apparaissent. C'est une invention qui est très intéressante, c'est celle du frigo. Elle apparaît aussi à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on va essayer de conserver les éléments. Et pour ça, alors le frigo, c'est pas un placard avec une porte à cette époque-là, mais c'est une cave dans laquelle on va descendre de la glace. Donc il y a réellement des gens dans le métier, comme dans la Reine des Neiges, c'est d'aller couper de la glace et de la redescendre en ville. Donc c'est le marchand de glace. C'est le marchand de glace. Et il y a un seul parfum, là. C'est un peu fade. Et dans les Alpes, cette culture de la glace, elle est très importante. On va descendre de la glace à Genève, on va la monter jusqu'à Chambéry, on va la monter jusqu'à Paris. Et encore plus tardivement, on descend même de la glace jusqu'à Alger. Là, on n'est plus au Moyen-Âge, mais c'est vraiment important. Donc on a le frigo qui permet de conserver. Et il y a une autre chose qui est vraiment importante, c'est le rôtissoir. Vous voyez, il y a des broches dessus. On va inventer des broches à contrepoids. Donc la broche à contrepoids, comme je vous le disais tout à l'heure, la broche, elle est utilisée et il y a un enfant généralement qui la tourne. Au bout d'un moment, le cuisinier dit à l'enfant c'est bon, les poulets sont cuits, vous les enlevez. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lever un contrepoids et sur une roue plantée sur la broche. Par gravité, il va descendre. Il y a un balancier qui régule cette descente. La broche tourne toute seule. Mais surtout, on commence à maîtriser le temps de cuisson. Parce que le cuisinier connaît sa broche. Il ne sait pas quelle est la durée de cuisson, mais il sait que pour faire des poulets, c'est 2 descentes de contrepoids. Et donc, on a une mécanique comme ça qui se met en place. Il semble qu'il pleut.
Là, la pièce qui vient de vous décrire, on a un contrepoids pour la cuisson. Alors, si vous avez bien écouté, on parle de cranté, on parle de contrepoids, on parle de marteau, de balancier, on est dans de l'horlogerie. Et effectivement, au Moyen-Âge, c'est aussi à la fin du Moyen-Âge, du XVIe siècle en tout cas, au milieu du Moyen-Âge, l'invention de l'horlogerie, plus particulièrement dans nos régions. L'horlogerie est inventée dans la vallée de Joux. Et c'est quoi l'horlogerie à l'origine? C'est des paysans qui, pendant les 6 mois d'hiver, ne savent pas comment s'occuper. Ils vont commencer par fabriquer des petits automates pour amuser leurs enfants, des petits personnages qui marchent tout seuls, des petites choses jolies, tout simples, qui vont aller vendre en ville. L'objectif, c'est de les vendre à Genève ou à Neuchâtel pour pouvoir générer de la richesse, parce que pendant les 6 mois où il y avait de la neige, ils n'ont pas pu s'occuper des champs. Et puis petit à petit, ils vont se spécialiser. Ils vont se spécialiser parce qu'ils vont aller de plus en plus loin dans des choses de plus en plus complexes. Et on arrive du coup aux alentours du XIIIe siècle à ce genre de choses. Alors celle-là est en bois, mais vous avez les mêmes en métal. Des engrenages qui entraînent des poids, qui entraînent une aiguille, ou en tout cas quelque chose qui vous permet de mesurer le temps qui passe. La notion qui est là, c'est pas de dire quelle heure est-il, puisqu'on n'a pas encore la notion de cadran, on n'est pas capable de lire l'heure, on ne sait pas faire ça, mais on sait que le contrepoids descend en tant de temps. On va créer une unité qui va permettre de dire, dans telle église, il faut remonter tous les temps pour tirer les cloches. À chaque fois que vous remontez le contrepoids, vous tirez la cloche. Et du coup, les églises vont se mettre à sonner toutes à la même heure. L'objectif du paysan du Jura, qui est devenu en fait un horloger, c'est de vendre ses pièces d'abord aux églises pour permettre que toutes les cloches soient sonnées en même temps. La cloche qui sonne à la même heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut prendre rendez-vous. On peut se dire, on se rejoint quand il sonne 4. On se rejoint quand il sonne 5. Et du coup, on peut prévoir des choses, organiser des choses dans le temps et même dans des villages qui sont distants. Rejoins-moi quand la cloche sonnera à 4. Cette horlogerie, elle est aussi de plus en plus fine, de plus en plus précise et évidemment de plus en plus jolie, puisque l'objectif c'est de la vendre, donc on va faire des choses esthétiques. Et on est né en même temps que l'horlogerie dans l'invention des lunettes. Pourquoi les lunettes? Parce qu'on essaie de faire des choses de plus en plus fines, donc on voit de moins en moins bien. Et il y a déjà des verriers qui se sont rendus compte que verre convexe, verre concave vous permettait de grossir ou au contraire d'éloigner. Et donc pour ce faire, on a mis en place ces petites choses qui sont en général en bois ou en corne et qui vous permettent de devoir travailler avec. Ils sont aussi très utilisés par les joailliers à l'époque, parce qu'ils vont travailler de plus en plus souvent à l'aide de ces matériaux. On va finir rapidement avec la construction, puisqu'on a parlé du château fort au début. Le château fort, c'est vraiment le pivot qui crée ce bouleversement social au Moyen-Âge. Il y a un autre bâtiment qui est emblématique du Moyen-Âge, ce sont les cathédrales. Donc les cathédrales, si vous connaissez un peu, au début du Moyen-Âge, on est sur un style roman. Le style roman, c'est des murs qui sont très larges, très épais, c'est des ouvertures fines, toutes petites, C'est massif au fur et à mesure, avec justement cette professionnalisation, l'amélioration des outils. On a inventé la boîte, on a inventé la grue, et on va devenir de plus en plus fin. Et on va commencer à s'élever, à agrandir les ouvertures, et c'est l'art gothique qui commence à apparaître. Donc les grandes cathédrales qu'on connaît, comme la cathédrale Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Chartres, tout ça c'est vraiment l'évolution, le résultat de cette spécialisation. On va chercher la lumière, on va chercher Dieu, on va impressionner. L'objectif c'est de faire le plus beau, le plus haut, le plus impressionnant et le plus fin possible. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces corporations de tailleurs de pierre, on s'en rend compte qu'elles voyageaient beaucoup. Il y a eu un incendie dramatique à Notre-Dame, dramatique pour l'Église, mais très bon pour la science. On a découvert énormément de choses là-bas. On s'est rendu compte typiquement que les tailleurs de pierre qui ont travaillé à Chartres sont les mêmes que ceux qui ont travaillé à Notre-Dame. Alors quand on dit c'est les mêmes, c'est pas les mêmes personnes, mais c'est la même corporation. Et on s'en est rendu compte parce qu'une erreur qui avait été commise à Chartres a été corrigée en cours de route à Notre-Dame. Donc ils ont dû redémonter une partie du bâtiment pour le remonter pour corriger une erreur qui avait été. Et c'est intéressant aussi de regarder les voûtes. À Chartres, si vous regardez les grandes voûtes, le remplissage des voûtes fait une vingtaine de centimètres d'épaisseur en pierre, ce qui est relativement fin. À Notre-Dame, on est descendu à 12 ans. C'est tellement impressionnant qu'aujourd'hui, en béton armé, on n'est pas capable de le refaire. Donc on est vraiment dans la finesse, dans l'économie, dans la spécialisation. C'est la même chose pour les charpentes. Les charpentes sont extrêmement complexes, elles deviennent extrêmement complexes. On a cru au moment de l'incendie qu'on allait devoir raser des centaines d'hectares de forêts de chênes centenaires pour pouvoir reconstituer la charpente à identique. Et en fait, en creusant un peu, on s'est rendu compte qu'on a retrouvé des forêts dans lesquelles ces arbres poussaient. Et on s'est rendu compte qu'au Moyen-Âge, on avait déjà cette culture de l'économie et on cultivait les arbres pour la construction. Comment on fait ça? C'est facile. On coupe un chêne et on laisse de ce chêne ressortir 2-3 pouces. Ces 3 pouces, leur objectif, c'est de grandir, d'aller chercher la lumière. Du coup, elles grandissent très vite, puisqu'elles sont en concurrence. Elles grandissent droit et elles font peu de branches. Donc elles font un bois qui est idéal pour la construction, qui va être utilisé dans les cathédrales et qui va être utilisé dans les chantiers navals. C'est très important
On a vraiment cette notion de celui qui cultive le bois, il ne le fait pas pour lui. Il va le faire pour la génération d'après ou la génération encore après. On a vraiment cette économie. Tu arrives sur la conclusion par ton économie. L'idée du Moyen-Âge, c'est vraiment justement cette idée d'économie et de justesse. On va tous consommer, tous utilisent, on va faire attention parce que c'est compliqué de faire pousser des arbres, c'est compliqué de faire pousser du blé, c'est compliqué de récolter des navets, donc tout ce qu'on a, on va l'utiliser à plein. Je rebondis sur ce que tu dis concernant l'incendie de la cathédrale de Paris. C'est un affaire intéressant pour nous parce que on n'est pas historien, mais on fait des recherches, et l'histoire médiévale, elle évolue sans cesse. On prend l'exemple avec l'acier damassé. Quand la cathédrale a brûlé, on a retrouvé des agrafes qui tenaient les pierres les unes entre les autres, et ces pierres sont en acier damassé. L'acier damassé, c'est quoi? C'est une technique qui consiste à mélanger du carbone avec de l'acier, bref. Quand on découvre ça dans Notre-Dame de Paris après le feu, on ne sait pas que ça existe en Europe. On pensait que c'était arrivé en Europe au XVIe siècle. Or, Notre-Dame est construite au XIIe, on trouve des agrafes dans l'église qui date du XIIe siècle, une technique qui a été rapportée. C'est un peu le problème, et en même temps, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire dans la période du Moyen-Âge, c'est qu'on fait sans cesse des découvertes, et plus on avance, plus on s'aperçoit que cet âge qui nous paraissait sombre est en fait un âge non pas lumineux, mais en tout cas où il se passe quelque chose. Il y a plein de découvertes, il y a plein d'inventions, il y a plein de techniques qui se mettent en œuvre, et c'est comme un millefeuille, c'est ce qui va nous permettre de franchir la marche pour arriver à la Renaissance et à l'homme moderne que nous sommes aujourd'hui. Il y a quelque chose qu'il faut retenir du Moyen-Âge qui est vraiment important pour nous. C'est que c'est une période charnière où vraiment on vit ensemble, on se retrouve, on s'entraide, on fait société. C'est ce qui distingue le Moyen-Âge de l'Antiquité et qui la distingue ensuite de l'époque moderne qu'on vit aujourd'hui, qui étaient des sociétés plus individualistes. Au Moyen-Âge, surtout au début du Moyen-Âge, on a perdu beaucoup de techniques. Il y a des choses qui ont été oubliées, mais par contre on s'est recentré autour de la famille, autour du village. On se regroupe, on fait la fête ensemble, on vit ensemble, on est interdépendants. Et on profite. Et on vous invite ici à profiter de la fête. Voilà. Merci de nous avoir écoutés.